version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, bon, aujourd'hui, on va réagir à une proposition du dernier sondage. Et c'était très serré. 22% pour la vidéo de Seb concernant l'histoire de Bob Marley, mais également 22% pour la vidéo de Feldup, les traumas d'enfance de notre génération, partie 1 sur 3, Findings number 73. Donc c'est à moi de choisir quand c'est à égalité en fait entre deux vidéos, et j'ai choisi de réagir à Feldup. Parce que, je sais pas, c'est octobre, c'est novembre, c'est des mois où j'ai envie de regarder des choses qui font un petit peu peur, hein. C'est une ambiance particulière. Et d'après ce que vous m'avez dit, les vidéos de Feldup font un petit peu peur. En plus, hier, c'était Halloween, donc je pense que c'est parfait. Et en plus, hein, bien que j'adore Seb, j'ai réagi à énormément de vidéos de Seb et aujourd'hui j'ai envie de découvrir quelque chose de neuf. D'ailleurs, Seb a balancé une toute nouvelle vidéo où il compare donc le Seb d'avant au Seb d'aujourd'hui. Si vous voulez qu'on y réagisse, vous me le dites parce que je ne l'ai pas encore regardé. Si vous voulez pas, je la regarde tranquillement sur mon canapé, ok ? Avant de débuter, comme d'habitude, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens. Et je suis en train de rigoler pendant que je parle de mon Instagram car je me suis rappelé du commentaire de l'un des validés qui avait dit qu'il attendait ma réaction de Feldup plus que Noël. Ça m'a bien fait rire quoi. Et aussi, donc voilà, merci, encore merci à vous les validés pour votre soutien, pour votre fidélité, pour votre gentillesse, pour votre passion. Merci pour tout cela. C'est grâce à vous notamment qu'on est là, qu'on passe du bon moment, qu'on discute, qu'on partage tout ça ensemble. Franchement, j'ai l'impression parfois qu'on est tous assis dans une seule pièce et qu'on est en train de partager des vidéos comme ça ensemble et on rigole et on se chamaille et on débat, tu vois. Franchement, ça fait très plaisir. Et bien évidemment, avant de débuter la réaction, je vais lire les commentaires que vous avez laissés sous ma réaction de la grosse vidéo du battle de rap de freestyle numéro 5 de Loni. Alright? Donc encore une fois, merci et allons-y. Est-ce qu'Internet est dangereux? Bonjour à tous et à toutes, c'est Feldup et bienvenue dans cet épisode de Feldup. Findings différent de l'habitude. Et en général, on a tendance à se focaliser quand même sur des choses très précises, même dans les phases cachées où je vous parle de 5 histoires flippantes venant d'un réseau social en particulier. On reste toujours focalisé sur quelque chose de précis. Cette fois-ci, on va aller un peu dans tous les sens. J'imagine que si vous regardez... Je crois bien que c'est la première fois que je vois un YouTuber utiliser ce mic, le Shure Mic N57 ou un truc comme ça là. Parce que c'est pas un microphone fait pour YouTube, c'est vraiment le microphone par excellence que on utilise généralement sur les scènes. Voilà, quand on fait une prestation sur scène. Mais sur YouTube, non, c'est pas un microphone que tu utilises. D'ailleurs, je l'ai quelque part ici, là. Cette vidéo, vous êtes probablement
de la génération Z, la Gen Z. Les gens nés entre 1995 et 2010. Nope, J'en fais je suis partie. un boomer. Voilà, j'ai 19 ans. Je suis un donc boomer. en plein milieu 19 ans. de la Gen Z. Wow. Et j'ai eu l'expérience basique de la quasi-totalité des 19 ans, hein, je vais pas vous mentir, hein, quand je l'ai vu pour la première fois, hein, il m'a paru un petit peu plus âgé que ça. J'avais l'impression qu'il était quand même dans sa vingtaine, voire proche de sa trentaine. Mais je pense que c'est plus le fait que il laisse les cheveux pousser et tout, tu vois. Bon, moi je suis pas Gen Z, moi je suis un boomer. Hein. Je suis né en 1987. Yes, je suis un bébé des années 80. gens venant de cette génération. Quelle est la grosse différence entre cette génération et les précédentes, comme, je sais pas moi, la génération Y, les millennials, la génération X et encore les boomers? La différence, c'est le rapport qu'on a eu avec Internet. On est né dans Internet. Toutes les autres générations ont vu la démocratisation d'Internet en direct. Nous, on est né dedans. Et ça paraît pas, mais ça a changé tout. Je pense qu'on est la génération la plus différente des précédentes, juste parce que le monde a changé tellement vite. Je suis d'accord. En 15 ans. Comme beaucoup de gens, j'avais accès à Internet dès genre 6-7 ans, que ce soit à travers des choses que mes parents me montraient sur Internet, ou alors juste carrément avoir accès moi-même en utilisant l'ordinateur familial ou ce genre de choses. Moi, ce qui m'intéresse avec cette génération qui a grandi avec Internet, c'est leur culture et particulièrement leur rapport à l'horreur et à l'enfance. Je me pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qui a traumatisé notre génération. Quand je parle de trauma, je ne vais pas parler de choses comme des gens qui ont subi des choses atroces, des choses horribles. Moi, je vais parler uniquement d'un point de vue culturel, de produits culturels, que ce soit dessins animés, films, mais en l'occurrence, et ça c'est la grosse différence entre cette génération et la précédente, et les précédentes en général, les vidéos YouTube, les sites internet, les rumeurs sur internet, toutes ces choses-là, les réseaux sont sociaux. importantes. Et j'ai envie d'en parler. J'ai envie d'en parler avec un des formats les plus utilisés actuellement sur le YouTube, mais étonnamment pas le YouTube français. Connaissez-vous le mème iceberg? C'est un de mes mèmes préférés, j'adore ce concept. C'est pas vraiment un mème, c'est plus un format. Mais l'idée du format, c'est de donner un sujet et de donner des informations sur le sujet en les séparant par niveau. Vous le savez, un iceberg contient une partie immergée. Et souvent, la partie immergée est 1000 fois plus grande que la partie visible. Et plus on plonge profond dans l'iceberg, plus les informations vont être obscures, peu connues du grand public, ou tout simplement flippantes. Juste des choses terrifiantes, qui de plus en plus deviennent dérangeantes. Il existe déjà un iceberg des traumas de la Gen Z. Il est américain. Je m'en suis beaucoup inspiré pour réaliser l'iceberg que je vais vous présenter dans cette vidéo, mais j'y ai injecté beaucoup plus de traumas chers à notre francophonie, tout simplement en demandant sur Twitter quels étaient vos traumas générationnels. J'ai fait plusieurs tweets avec plus ou moins de degrés d'intensité, et j'en ai fait une compilation en mettant ceux qui me paraissaient le plus notables et les plus étranges et obscurs. Néanmoins, petite précision avant de commencer, vous verrez ici, dans l'écran, un petit badge qui dit soit je l'ai connu avant, voilà, je le connaissais avant d'en parler, soit je le connaissais et ça a eu un impact, et 3, gros trauma. Genre vraiment un truc qui m'a vraiment trauma. Voilà, c'est sympa, comme ça vous pouvez voir des infos sans pour autant que je le dise toutes les 5 secondes. Voilà. J'arrête de vous faire chier avec cette introduction. Voilà, mon iceberg des traumas de la Gen Z, partiellement francophone. Alright. Ah, Ouija, je vois Ouija ici. La zone 51. Le ciel. Première partie, le ciel. Alors concrètement, le ciel, c'est donner les choses que absolument presque tout le monde connaît. Des trucs qui sont un peu bateaux et assez évidents. Mais il me semblait quand même important, ne serait-ce que pour la nostalgie de la chose, de vous les partager. La mort de la mère de Bambi et la mort de Mufasa. Alors là, on est dans les trucs bateaux, hein. Mais si vous avez vu ces films, vous voyez exactement de quoi je veux parler. Ouais, donc le ciel, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore arrivé à l'iceberg. Ok, alors la mère de Bambi, moi ça m'a pas impacté parce que j'ai kiffé pas en fait ce dessin animé. Par contre, oui, Mufasa, oh là là. Je crois que même aujourd'hui, si je regarde cette scène-là où il meurt quand il essaie de sauver son fils, hein, Simba, je pense que je risque de verser une larme, man. C'est tellement touchant. Quel film extraordinaire. Vous avez probablement dû voir Bambi ou Le Roi Lion quand vous étiez jeune, surtout Le Roi Lion. Pour ma génération, c'est plutôt Le Roi Lion que Bambi, oui. Ouais. Et vous avez sûrement été très marqué par la scène de la mort de la mère de Bambi. Celle-ci arrive sans prévenir, a une mise en scène très travaillée et très dark, et en général ne laisse pas indifférent.
Il y a une raison pour laquelle je le mets en premier, mais faudra faire tout l'iceberg pour que je commence à en parler. Pareil pour la mort de Mufasa, qui est très bien réalisée, qui a un impact émotionnel très important, et qui en général, de par son côté dark dans un film marketé pour les enfants, peut beaucoup marquer. Le screamer de la voiture. Vous connaissez cette image. Pas la peine de vous jouer la vidéo en entier, vous savez probablement ce qui se passe à la fin, je l'ai vu comme beaucoup de gens et ça m'a beaucoup marqué. C'est un des premiers screamers qui est devenu viral très tôt sur internet et que presque tout... C'est pas la vidéo où donc tu regardes, t'es focalisé sur une vidéo et là t'as la tête de l'exorciste, c'est ça, hein, la fille de l'exorciste qui apparaît et qui hurle ou un truc comme ça, je crois que c'est ça. Tous les gens autour de mon âge ont vu. Moi personnellement, c'est un membre de ma famille qui me l'a montré pour faire la blague. Et en général, il était plutôt partagé partout sur Facebook et sur YouTube. Il y a eu énormément de réuploads. Il s'agit d'une pub pour une boisson énergisante allemande qui s'appelle Café. Okay. Et ces pubs ont été source de critiques énormes, étant donné que des screamers étaient particulièrement violents et que si j'ai bien compris, ça passait à la télévision. Vous avez peut-être vu des variantes de la pub de la voiture, notamment avec le couple qui s'embrasse, qui pareil a beaucoup choqué et marqué les gens. Mais toujours dans les screamers, on va continuer avec le labyrinthe ou la souricière. Celui-là est légendaire, pas besoin de jouer n'importe quel screamer pour que des titres comme Scary Maze Game, La Souricière ou plein d'autres vous viennent en tête. Il s'agit d'un jeu flash très simple où on doit bouger son curseur dans cette sorte de labyrinthe quand un screamer du visage de la fille dans l'exorciste apparaît. Voilà, vous avez dû y jouer, peut-être, ou voir une vidéo sur le sujet. Soit c'est un ami qui vous présente le jeu sans vous dire que ça va être un screamer, soit vous avez cliqué dessus en comprenant pas vraiment l'objectif du jeu, ou alors vous avez vu des compilations de gens y réagissant. Mais vous avez forcément entendu parler de la souricière, ou alors du Scary Maze. C'est comme ça que je le connaissais. Le jeu est attribué à un certain Jeremy Winterode, qui l'aurait créé en 2003 en le publiant sur son site sous le nom Maze. Mais dans la case screamer, on peut aussi mettre la chaise qui bouge. Oh waouh! Non, ne vous inquiétez pas, je vais pas mettre trop de screamers, mais voilà, la chaise qui bouge, je connaissais pas ça. Un classique, et le mur qui parle. Je connais pas. Voilà. Rien de bien intéressant dans ces screamers. Minecraft Mobs. Beaucoup de gens ont été terrifiés par les mobs de Minecraft. Moi aussi. C'est simple, je fais partie, comme beaucoup de gens de ma génération, de gens qui ont joué à Minecraft très tôt. Le jeu était hyper attractif pour des gens très très jeunes. Alors, pour info, j'y ai jamais joué. Ça ne m'a jamais intéressé. J'ai toujours trouvé ce jeu moche comme pas possible. Donc j'y ai jamais touché. Voilà. Avec l'aspect créatif, le côté Lego, mais dans un jeu vidéo. Moche. Sauf que même si j'avais été prévenu par l'aspect survie du jeu, j'ai été très surpris par les mobs et je m'enfonçais dans le sol pour les éviter, comme beaucoup de gens. Si vous étiez plus vieux et que vous aviez découvert le jeu au collège, peut-être, éventuellement que ce serait les Enderman ou les Ghast qui vous auraient fait peur. Un trauma mineur, mais intéressant quand même à noter. Charlie et la chocolaterie. Là, c'est bizarre parce que c'est assez général comme truc. Les films, que ce soit le plus récent, réalisé par Tim Burton, ou celui de 1971, les deux ont fait flipper tous les gosses. Si vous vous demandez pourquoi, la plupart du temps, je vais mettre des screenshots au lieu de mettre des passages vidéo pour les films et les trucs, c'est pour éviter de me faire claim. Mais voilà, vous avez au moins des petites images pour vous dire de quoi je parle. Dans la version de 1971, que ma génération connaît beaucoup moins, il y a particulièrement une scène appelée le tunnel de la terreur. Je me demande s'il a également fait une vidéo pour ma génération. Ouais, de notre génération, partie 1, ouais. Parce que, bon, tout ce qu'il est en train de présenter ici, là, moi, ça m'a pas choqué, quoi. Parce que justement, je fais pas partie de sa génération. Les familles qui ont eu le ticket d'or dans une rivière souterraine de chocolat. La scène est véritablement cauchemardesque et montre Willy Wonka entrer dans une sorte de transe bizarre. C'est jamais vraiment trop expliqué pourquoi il agit comme ça et c'est vraiment creepy pour le coup. Moi, il y a le film de Tim Burton que j'ai particulièrement vu étant jeune. Ouais. Et comme beaucoup de gens, j'ai été trauma par l'aspiration d'Augustus Gloop dans la première scène. Mais en général, toutes les exécutions d'enfants, parce que concrètement c'est ça, hein, chaque fois qu'un enfant meurt, enfin du moins c'est l'impression que ça donnait à l'époque, c'était plutôt terrifiant, mais il y a particulièrement un truc qui revient tout le temps, la scène du chewing-gum. Violette qui se transforme en myrtille après avoir mangé un chewing-gum et qui avant ça gonfle énormément, ça pareil, trauma énormément de gens. Et ça va revenir souvent, les déformations de corps font partie des trucs les plus cités. Ouais, bah oui. Slenderman.
Le Slenderman est Hey probablement la seule légende urbaine dont l'origine est. Slenderman. Alors si je fais pause, c'est pour vous dire que le joueur de basket number one draft pick de cette année, donc il est français et il s'appelle Victor Wembanyama. Ben, pour Halloween, il s'est déguisé en Slenderman, ce qui est parfait parce que le mec fait 2,23 m. Franchement, c'était parfait pour lui comme déguisement. Internet qui a dépassé Internet. La légende aujourd'hui a une ampleur incroyable, vraiment. C'est devenu une légende urbaine. Énormément de gens, même des gens qui ne traînent pas souvent sur Internet, connaissent le Slenderman, que ce soit à travers, je ne sais pas moi, des films, des séries, mais aussi les news, parce que oui, il y a eu un cas de meurtre inspiré par Slenderman, ou que ce soit juste par du bouche à oreille. La créature est ultra connue et il me semble presque inutile de vous la présenter à ce point-là. Ça a été pour les gens de mon âge un trauma important. La peur de croiser Slenderman dans une forêt, au détour d'un virage, le jeu Slender qui a terrifié des tonnes de gosses, toutes les creepypastas, toutes les légendes, toutes les fausses vidéos qu'il aurait filmées, les vidéos de fans, etc. Ce qui est fou, et vous le savez peut-être probablement déjà, c'est que tout ça vient d'une seule personne à la base, un certain Eric Knudsen, aka Victor Surge, qui pendant un concours du forum Something Awful créa la créature avec seulement 2 montages photos. Bref, ça fait partie du folklore d'internet, c'est essentiel, mais ça a trauma beaucoup de gens. Émission paranormale. Ça peut paraître particulier, mais je pense qu'on a tous vu une émission paranormale, que ce soit à la télévision ou en l'occurrence sur YouTube. Les émissions paranormales, genre je sais pas moi, Ghost Adventures, Taps, RIP, tous ces trucs, toutes ces émissions très cheap, parfois très fake, où un groupe d'enquêteurs du paranormal se rend dans un endroit présumément hanté et il reste durant la nuit pour enregistrer un maximum de... Bah justement, l'exemple qu'il a pris là, c'est n'importe quoi. Honnêtement, j'ai regardé quelques épisodes, mais c'est tellement fake, il surjoue tout, c'est... Enfin, si vous aimez ça, tant mieux, mais moi je trouve ça nul à souhait, quoi. C'est... Oh là là... Il se fout de la gueule du monde. Sous la forme de photos floues, de bruits très explicables et d'autres pareidolis. Ces émissions, même si aujourd'hui c'est plutôt drôle à regarder, étaient très efficaces pour des gens très impressionnables de mon genre. Soudain, chaque coin de photo avec une petite tache blanche devenait source d'angoisse et ça a été une introduction pour beaucoup d'enfants au domaine du spiritisme, du paranormal, d'une manière beaucoup plus dynamique et c'est pas étonnant, beaucoup plus flippante. Mais en l'occurrence, ma génération a aussi beaucoup connu Gus DX. Moi, c'est plus le premier film Paranormal Activity qui m'avait quand même un petit peu choqué, man. J'ai trouvé ça tellement bien fait, hein, parce que t'as vraiment l'impression que c'est réel. Était un des premiers à importer ça sur YouTube en faisant des émissions de paranormal de qualité, bien que malheureusement il y a eu des trucages. Mais il avait également fait un tribute, une sorte d'émission de fiction sur Minecraft. Cette émission s'appelait Beyond Minecraft et à l'époque ça m'avait bien impressionné. C'était une émission mimiquant ces émissions de chasseurs de fantômes sur Minecraft et c'était étonnamment très efficace. Dead Bart. Dead Bart, c'est le nom donné à une légende concernant un étrange épisode des Simpsons qui serait caché et qui serait dangereux. La légende se base d'abord sur l'étrange façon dont la Fox décompte les épisodes des Simpsons, leur dénombrement n'étant pas linéaire et étrange, parfois sautant 2-3 chiffres. La légende dirait qu'un épisode de Simpsons de la saison 1, nommé sous le numéro de production 7G06 intitulé Dead Bart, aurait été créé par Matt Groening dans une période où il était très secret et triste. Il est presque impossible de lui en parler en session FAQ et il deviendrait étonnamment silencieux lorsqu'on lui mentionne. L'épisode présenterait la mort de Bart et la réaction de sa famille extrêmement dépressive. Il nous montrerait le cadavre en images très réalistes. Il montrerait notamment des cris et des pleurs extrêmement forts, des réactions au deuil allant à l'addiction, à l'anorexie, tout ça. Bon bref, c'est edgy, voilà. Et l'image de fin serait un cimetière avec des tombes, dont une est bien évidemment à Bart, mais l'autre serait toutes les célébrités ayant joué dans des épisodes des Simpsons, avec en dessous leur date de mort, qui à l'époque de la création supposée de Dead Bart n'était pas encore arrivée. Donc ça aurait été un épisode... comment dire, divinatoire. Bon, vous avez compris, c'est une creepypasta, une histoire qui se propage sur Internet comme un peu une rumeur ou une légende urbaine. Ça fait partie d'un nombre assez important de creepypasta pas folles sur des épisodes de dessins animés interdits et flippants, et celle-là est particulièrement notable. On va en avoir plein d'autres dans la liste, certains un peu plus profonds dans l'iceberg, donc attachez vos ceintures, hein, on n'est pas près d'avoir fini avec ce genre de truc. Jeff the Killer.
Toujours dans le domaine des creepypastas, Wow, Jeff the Killer est littéralement creepy. la chose qui a été le plus mentionnée quand j'ai demandé sur Damn. Twitter ce qui vous avait traumatisé étant enfant. C'est une creepypasta se centrant sur le personnage de C'est Jeff, qui enfant qui à l'âge canonique de 12 ans devient un tueur après l'injuste emprisonnement de son frère Liu à l'âge de 11 ans. Alors vous allez vous demander que fait un enfant de 11 ans en prison et je vous répondrai que c'est une des creepypastas les moins bien écrites du monde. C'est une catastrophe. Alors pourquoi tant de trauma? Déjà car l'idée d'un tueur collégien dans la rue toujours en train de courir qui te tue en te disant endors-toi pouvait marcher quand on était jeune, mais surtout les images. Il y a des images de Jeff the Killer, en particulier celles-ci, qui ont beaucoup infiltré l'inconscient collectif. Ces images sont un peu ridicules aujourd'hui, mais elles ont terrifié des millions de gosses. si, c'est Au quand point même que très quand je très l'avais mis creepy. dans une de mes vidéos, certaines personnes m'ont dit « préviens avant de mettre des screamers », alors que moi je pensais juste que c'était une image qui faisait pas peur, quoi. C'est juste une image vaguement creepy et très datée. Non, ça a énormément marqué les gens au point que certaines personnes ont des réactions presque traumatiques en la voyant. La creepypasta est vraiment mauvaise. Je l'ai d'ailleurs lu en live avec Becca et j'ai pu rafraîchir la mémoire de beaucoup d'entre C'est vous. très C'était une creepy. catastrophe, mais ça reste un des points les plus importants de notre génération. Yo, Je il suis devrait sérieux à faire propos un de ça. film sur ce Five Nights at truc-là. Freddy's. En 2014, Scott Cawthon, développeur de jeux vidéo indépendant ayant du mal à finir ses fins de mois, sort Five Nights at Freddy's, un petit jeu d'horreur sur Steam, dernier espoir pour son développeur. Il ne s'y attendait peut-être pas, mais ça allait devenir l'un des plus grands succès. Ok, donc la tête en fait me dit quelque chose, hein, et c'est pas le... Je savais même pas que c'était un jeu vidéo, mais par contre je crois avoir vu une adaptation film qui est sortie récemment en fait, je pense. Hein. De l'histoire du jeu vidéo tout court et une sensation mondiale. Aujourd'hui, le premier jeu est légendaire, et ici je ne parle vraiment que des jeux. On parlera un peu plus loin d'autres aspects du jeu qui ont éventuellement plus traumatisé les gens, mais qui sont également un peu plus obscurs. Les jeux en eux-mêmes sont particulièrement flippants. Je trouve que le premier est toujours aussi légendaire, toujours aussi efficace. Les autres, c'est un peu plus anecdotique. Sauf peut-être le quatrième, qui, je trouve, est l'un des plus effrayants de toute la série. Le fait de devoir se défendre en tant que gardien de nuit dans une pizzeria contre des animatronics visiblement hantés, c'était brillant. Et surtout, il faut mentionner le chara-design de ces animatronics, qui est pareil et brillant. En particulier Bonnie dans le premier jeu, qui encore aujourd'hui donne des cauchemars à certaines personnes. Les jeux sont toujours très efficaces et il y a une sorte de réappréciation pour ceux-ci qui réapparaît depuis quelques temps. C'est mérité pour un jeu qui a souvent été associé avec la cringe culture et c'est cool de voir des... Moi, ce jeu-là me rappelle plus Pity, le petit mini-jeu vidéo de Hideo Kojima là, qui était censé être une sorte d'introduction pour un potentiel jeu Silent Hill. Et c'est celui-là, moi, qui m'a foutu la trouille. D'ailleurs, j'y ai même pas joué. J'ai juste regardé un walkthrough sur YouTube et ça m'avait fait peur. gens pouvoir apprécier un truc sans devoir se forcer de trouver que c'est gênant. SCP. Si vous êtes baladé sur internet pendant suffisamment longtemps, vous devez avoir d'une manière ou d'une autre entendu parler des SCP et en général de la fondation SCP. Il s'agit d'une légende autour d'une fondation secrète gouvernementale qui chercherait des créatures paranormales pour les capturer, les contenir afin de protéger la société. La légende commence en 2007 quand un utilisateur anonyme sur le board paranormal de 4chan poste cette photo accompagnée d'une sorte de rapport autour de l'entité paranormale nommée SCP-173, une statue qui ne bouge que lorsque l'on ne la voit pas. Ça a envoûté énormément de gens. La créature avait un concept simple et efficace, Excellent. inspiré La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/.